Je refuse de croire que l'homme est un vulgaire sous-produit issu d'une coïncidence moléculaire. Que c'est le résultat d'un simple hasard biologique. Non, il y a sûrement autre chose. Et toi et moi, nous arriverons un jour à découvrir ce que c'est. Nous te remercions, Simos, pour les fruits de notre terre. Béni sois-tu, Seigneur, qui a créé le singe à ton image. Vivement le jour de ton retour, où tu apporteras la paix à tes enfants. Amen. Selon la légende, il existerait une espèce oubliée, un chaînon manquant entre l'homme et la bête. Pendant des siècles, son dernier spécimen a vécu caché, mais aujourd'hui, enfin, il sort de l'ombre et il est prêt à être trouvé. Il est le chaînon manquant. Il est un lien avec notre passé, une connexion avec notre présent et un pont vers notre avenir. Notez aussi que pas un fossile de transition montrant une espèce animale évoluant en une autre espèce animale n'a été découvert. Et les soi-disant chaînons manquants, qu'utilisent certains pour prétendre que les singes ont évolué en êtres humains, se sont tous avérés être soit totalement singes, soit totalement humains, soit faux. Voici maintenant le chaînon manquant. Un homme poisson congelé il y a 20 000 ans, qui a été réanimé par les savants. Il s'est échappé et il a semé la terreur en allant se rafraîchir dans son ancien abreuvoir favori. Il m'est arrivé un truc, il faut absolument que je vous raconte. J'ai rencontré quelqu'un qui ne croit pas en la théorie de l'évolution. Darwin, l'homme descend du singe, il y croit plus. Au début, je me suis dit, mais c'est qui ce clown qui est pas allé à l'école? Et en fait, il a un diplôme d'ingénieur. Alors je lui dis, mais pourquoi vous croyez pas en la théorie de l'évolution? Et là, il me dit, bah parce que c'est pas prouvé. Comment ça, c'est pas prouvé? Bah il me dit, la théorie de l'évolution, le cœur de cette théorie, c'est le code génétique. Le code génétique, c'est comme un immense programme informatique stocké dans une grosse molécule d'ADN et qui permet de faire fonctionner tous les êtres vivants, avec les millions de réactions physico-chimiques qui se produisent dans toutes les cellules. Je dis, oula, attendez, je vais vérifier. Je suis allé m'acheter un livre, La génétique pour les nuls. Attendez. La génétique pour les nuls. Et j'ai vérifié, c'est bien comme ça que ça marche, le code génétique. L'ADN, l'ARN, le ribosome, tout un tas de molécules extraordinairement complexes. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui n'est pas prouvé? Ben il me dit, la théorie de l'évolution voudrait que ce premier code génétique soit apparu spontanément sur la Terre il y a longtemps dans une soupe primitive. Et en fait, depuis 70 ans, les chercheurs essayent de voir apparaître toutes ces molécules, mais en fait, on n'a jamais rien vu apparaître, à part quelques acides aminés, quelques nucléotides, des petites molécules d'une vingtaine d'atomes, mais pas du tout les énormes molécules qui sont indispensables au code génétique. Je dis, oula, je vais vérifier. Et je suis allé sur Wikipédia. Et c'est ce qu'ils disent sur Wikipédia. En fait, c'est très incertain ce qu'ils disent. Ils ont beaucoup d'hypothèses, beaucoup de conditionnels, mais effectivement, on n'a jamais pu voir apparaître ces grosses molécules complexes. Je lui dis, mais les scientifiques, ils y croient, ils doivent bien savoir. Et là, il me dit,
Ben, prenons celui qui a découvert l'ADN, le code génétique, Francis Crick, prix Nobel. Eh ben lui, il dit que c'est comme un miracle. L'apparition de la vie, du code génétique. Je suis allé vérifier. C'est vrai? C'est ce qu'il dit, Francis Crick? On dirait que c'est un miracle? Ben je lui dis, mais les nouveaux scientifiques, là on est en 2020, ils ont bien des réponses, ils doivent savoir. Et là il me dit, ben, ceux qui sont le mieux placés, ce sont les chimistes de synthèse, ceux qui essayent de construire des grosses molécules. Et ben si vous prenez l'un des plus éminents d'entre eux, un des 50 scientifiques les plus influents dans le monde actuellement, James Tour, eh ben il dit que ça lui semble impossible. C'est pas vrai. Je suis allé vérifier, c'est ce qu'il dit James Tour. Et je vous invite à aller vérifier sur internet, si vous comprenez l'anglais, sinon faites-vous aider par quelqu'un. Mais il dit qu'il connaît aucun processus, aucun mécanisme qui pourrait permettre l'apparition spontanée du premier code génétique dans une soupe primitive. Et je lui dis, mais attendez, je connais quelqu'un, moi. J'ai entendu parler, Richard Dawkins. Lui, c'est un athée convaincu, et il dit que... qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs sur l'origine de la vie? Et là, il me dit, bah, oui, Richard Dawkins, je le connais, mais vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'il pense que ce sont des extraterrestres qui auraient apporté la première forme de vie sur la Terre. C'est pas vrai. Et j'ai vérifié sur internet, c'est vrai. Dans une vidéo que vous pouvez trouver, il dit qu'il pense que c'est des extraterrestres. Je dis, mais attendez, mais ça me paraît fou, mais alors ça vient d'où le code génétique? Et ben là, il me dit, ben, si c'est pas naturel, c'est peut-être surnaturel. Oula, attendez, non. Surnaturel, non. Il y a une autre explication. Je suis allé chez le marchand de journaux, j'ai acheté un autre magazine. Attendez. Aux origines de l'homme. Hors série Le Monde. CNRS édition. Je me suis dit, là, je vais trouver la réponse. Je commence à lire. Et là, vous n'allez pas me croire. Première page. Il semble bien que notre origine doive garder la forme d'un point d'interrogation, derrière lequel chacun reste libre de mettre un dieu, le hasard, un sens ou l'absurde. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, mais... Et là, il me dit, et c'est pas tout. En fait, la plupart de ceux qui ont fondé les sciences modernes croyaient fermement en l'existence de Dieu. Et là, j'ai vérifié, c'est vrai. Galilée, Newton, Kepler, Maxwell, ils étaient tous convaincus de l'existence de Dieu. Et je lui dis, mais et vous? Et là, il me dit, ben moi, je suis un chrétien convaincu. Ça alors? Et je me dis, mais la théorie de l'évolution, et les mutations, l'homme descend du singe, vous y croyez pas? Et là, il me dit, non, mais en fait, je serais ravi de vous en parler, mais là, je dois aller m'occuper de ma famille, prendre soin d'eux, mais si vous voulez, on se retrouve dans quelques temps, et puis on en parle. Mais les mutations, ça existe, on l'observe. Alors je suis retourné le voir, et je lui ai dit, ben dis donc, et les mutations, c'est pas une preuve de l'évolution, ça? Et là, il me dit, ben, il y a bien des mutations, mais ce qu'on observe, ce sont de petites variations au sein des espèces. Ces variations peuvent être conservées par la sélection naturelle, mais on n'a jamais rien vu apparaître de nouveau dans le code génétique. Ben, comment ça? Ben, et les pinsons de Darwin? C'est pas de la nouveauté? Ben là, il me dit, ben, c'est un bon exemple. Il y a effectivement quelques mutations dans les gènes responsables de la forme des becs des pinsons, mais il n'y a pas une nouveauté, comme par exemple l'apparition d'un bec. Non, simplement une variation mineure d'un élément existant. Ah oui, d'accord.
Mais j'ai pensé, les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques, c'est pas de la nouveauté ça? Et là il me dit, ben non. Là encore, ce qu'on observe, c'est une mutation, par exemple dans le ribosome, qui fait que le ribosome n'est plus sensible à la molécule d'antibiotique. Au départ, la molécule d'antibiotique arrête le fonctionnement du ribosome, donc la bactérie ne peut plus produire de protéines et elle meurt. Et cette petite variation crée une modification mineure dans le ribosome, et de ce fait-là, elle devient résistante à l'antibiotique. Mais pas de nouveauté. Ça alors? Et j'ai pensé, il y a eu une expérience conduite, et on a produit et observé 55 000 générations d'une bactérie. Là, il y a bien dû avoir des nouveautés. Ils en parlent dans les journaux. Et là, il me dit, ben oui, là aussi c'est intéressant. On a effectivement observé 55 000 générations successives d'une bactérie. Au niveau de l'être humain, ça correspondrait à peu près à 1 million d'années. Mais ce qu'on a observé au bout du compte, ce sont des variations mineures, là encore. Par exemple, la bactérie est devenue capable de digérer un autre sucre que ce qu'elle digérait auparavant. Mais aucune nouveauté, aucune nouvelle fonctionnalité. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Mais je me dis, mais il n'y a pas un seul exemple. Mais pourquoi tout le monde y croit à cette théorie de l'évolution? Et là, il me dit, en fait, tout le monde n'y croit pas. Mais au bout du compte, ceux qui y croient, est-ce que ce serait pas simplement parce que ils ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu qui nous a créés? Oh non, 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 non. Dieu, non. Alors attendez, la génétique pour les nuls. Il y a un paragraphe là. Ils en parlent sûrement, il y a des réponses. Attendez. Alors, page 260. Je me rappelle. La mutation avec gain de fonction crée un trait ou un phénotype entièrement nouveau. C'est marqué là. Et là, il dit, oui, c'est marqué, mais quel est le seul exemple qui est donné? Alors, le seul exemple qui est donné... Alors, la nouveauté peut-être sans conséquence, dommageable. Par exemple, une nouvelle couleur des yeux. Une nouvelle couleur des yeux, oui. Effectivement, c'est pas vraiment une nouvelle fonctionnalité, ça. Plutôt une variation mineure d'un élément existant. Et il n'y en a pas d'autre? Non. Un petit paragraphe de 10 lignes. Et c'est vrai que, après tout le reste, il est beaucoup question de maladies génétiques. Et là, il me dit, oui, ce qu'on observe, c'est des variations mineures, ou sinon des maladies génétiques. Mais on n'a pas un seul exemple d'une nouveauté qui soit apparue dans le code génétique. On n'a pas une expérience pour prouver que c'est possible. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais presque tout le monde y croit, cette théorie. Mais il doit bien y avoir des preuves. Mais parce qu'on ne sait pas d'où vient le premier code génétique, et on n'a aucune expérience qui nous montrerait l'apparition d'une nouveauté dans le code génétique pour faire passer les organismes d'une forme de vie à une autre. Mais il n'y a aucune preuve. Et là, j'ai pensé, les fossiles, voilà la preuve. C'est pas une preuve, ça? Vous vous rappelez l'ingénieur que j'ai rencontré qui ne croit plus en la théorie de l'évolution de Darwin? Et c'est vrai qu'en discutant avec lui et en vérifiant ce qu'il disait, j'ai pu constater qu'on n'a aucune preuve que c'est possible que la première forme de vie apparaisse spontanément dans une soupe primitive. On n'a pas non plus de preuve qu'une série de mutations puisse apporter une nouveauté pour faire passer les organismes d'une forme de vie à une autre. Ok, mais à la fin, je me suis dit, mais il y a une preuve de l'évolution. Les fossiles! Alors je suis retourné le voir, et je lui dis, dis donc, les fossiles, c'est pas une preuve de l'évolution, ça? Et là, il me dit, eh ben non. En fait, le problème avec les fossiles, c'est qu'on n'a pas les fossiles intermédiaires qui seraient une transition entre les différentes formes de vie. On les trouve pas. Et c'est vrai que Darwin avait des doutes à cause de ça. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Mais je lui dis,
Mais depuis, on en a fait des trous. On en a trouvé des fossiles. On les a pas trouvés, ces formes de transition intermédiaire? Et là, il me dit, eh ben non. Prenez par exemple Stephen Jay Gould, un des évolutionnistes les plus éminents. Ben, il disait simplement, au début des années 2000, que ces formes de transition étaient extrêmement rares dans le registre fossile. On les a pas. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Mais, je lui dis, mais, alors si les fossiles ne nous montrent pas les traces de l'évolution, ils nous montrent quoi, les fossiles? Et là, il me dit, ben, il pourrait peut-être bien nous montrer qu'il y a eu un déluge. Comment ça? Un déluge? Comment ça, dans la Bible? Non. C'est pas possible. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais j'ai amené un autre magazine. Parce qu'un de mes amis m'a donné ce magazine. Attendez voir. Dossier pour la science, l'évolution. Et je l'ai lu. Page 71, vous allez voir. Regardez ce beau diagramme, ce beau schéma. On a quelques fossiles, et puis des traits entre eux, pour montrer l'évolution, les ancêtres, la filiation, tout ça. Alors ça y est, ça. Et là, il me dit, ben, je le connais, ce dossier. Il est un peu vieux, mais il est intéressant. Mais regardez bien ce qui est indiqué pour les traits entre les fossiles. Alors, les traits entre les fossiles. Alors, il y a deux types de traits. Les traits pleins, c'est marqué relation probable. Et les traits pointillés, relation hypothétique. Probable ou hypothétique? Et là, il me dit, ben oui. Le problème, c'est qu'on les a pas, les formes de transition. Donc, c'est hypothétique, ces transitions. Ça alors? Mais je dis, mais... Et du déluge, on en a des preuves? Et là, il me dit, ben, il y a un sacré paquet d'indices. Par exemple, la première chose à savoir, c'est que pour ce qui est un fossile, il faut un certain nombre de conditions, notamment deux très importantes. Il faut que l'organisme, la plante ou l'animal, soit enfoui vivant sous une grande quantité de sédiments, de boue, et qu'ensuite il y ait au-dessus de lui, au-dessus du site, une énorme pression. Et j'ai dit, ben, pourquoi ça parle du déluge? Et ben, il me dit, mais justement, un déluge, il y a beaucoup d'eau, hop, d'un coup, il y a de la boue qui arrive, qui recouvre les organismes, et puis il y a une grande quantité d'eau au-dessus qui fait une grosse pression, qui permet la fossilisation. Donc c'est un premier indice très très fort. Ben, il y a quoi d'autre comme indice? Et là, il me dit, ben, par exemple, on trouve des preuves que la fossilisation a bien eu lieu dans des circonstances catastrophiques. Par exemple, on retrouve des animaux qui sont fossilisés alors qu'ils étaient en train de manger ou d'accoucher. Et il me dit, oui, c'est pas faux. Mais ils en disent quoi, les scientifiques? Et là, il me dit, ben, oui, les scientifiques, ils reconnaissent bien qu'il y a bien dû y avoir des catastrophes. Par exemple, ils pensent qu'il y aurait une grosse météorite qui aurait, en fait, provoqué l'extinction des dinosaures. Parce qu'on les voit, les traces des catastrophes. Ça alors? Oui, mais attendez, les strates, on sait bien qu'elles sont successives de la plus ancienne à la plus récente. Donc ça, on le voit bien dans le registre fossile, dans les strates. Et là, il me dit, ben oui, il y a bien une sorte comme ça de schéma qu'on retrouve dans plusieurs endroits, mais il y a bien d'autres choses qu'on retrouve. Par exemple, les fossiles vivants. Alors, il y en a qui n'aiment pas ce terme, mais de quoi on parle? En fait, on parle d'espèces qui étaient supposées être les ancêtres d'une espèce suivante, mais qu'on retrouve bien vivantes actuellement. Par exemple, une des plus fameuses espèces, c'est le sélacanthe. C'était un poisson, un gros poisson, qui est considéré, même encore actuellement, comme l'ancêtre des amphibiens et des êtres humains. Mais en fait, on a retrouvé un premier spécimen bien vivant en 1938 au large de Madagascar. Et en fait, des fossiles vivants, on en a plein d'exemples. Donc si ça se trouve, il n'y a pas du tout eu d'évolution. Ça alors? Mais je lui dis, mais ces strates, on sait bien qu'elles sont là, ça a pris des millions d'années pour faire tout ça, donc du coup, si on retrouve que quelques animaux successifs, ben, ça prouve bien l'évolution. Et là, il me dit, écoutez bien, vous allez être surpris. Parce qu'on a des exemples récents
du fait que les strates peuvent se former très rapidement. Par exemple, au Mont Sainte-Hélène, au début des années 1980, il y a eu toutes les conditions pour un mini-déluge, et des strates et des kilomètres de canyons se sont formés en quelques semaines. Ça alors, j'ai vérifié, et c'est encore vrai. Et je lui dis, mais c'est pas possible. On n'a aucune preuve que la première forme de vie ait pu apparaître par hasard dans une soupe primitive. On n'a aucun exemple de mutation qui pourrait faire passer d'une forme de vie à une autre. Et dans le registre fossile, on n'a pas non plus les formes de transition qui pourraient nous prouver l'évolution. Mais pourquoi beaucoup de gens y croient à cette théorie? Et là, il me dit, vous allez être surpris, mais durant l'histoire de cette théorie de l'évolution, il y a eu beaucoup de mensonges. Comment ça, des mensonges? Et là, il me dit, en fait, beaucoup de gens ont voulu apporter des fausses preuves pour faire croire en l'évolution. Ils ont falsifié des éléments qu'ils avaient trouvés, ils les ont maquillés, et ils ont voulu venir comme ça pour dire qu'ils avaient trouvé une preuve de l'évolution. Et beaucoup de gens les ont cru. Ça alors? Mais vous avez des exemples de ça? La possibilité de l'apparition naturelle de la vie n'est pas prouvée. Que la possibilité d'apparition de nouvelles fonctionnalités dans les organismes par les mutations n'est pas prouvée non plus. Et qu'en plus, on ne voit pas les traces de l'évolution dans les fossiles. Alors à la fin, je lui demandais, mais comment ça se fait que tant de gens y croient à cette théorie? Et là, il m'avait dit, il y a plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est que depuis 150 ans, plusieurs sont venus en prétendant avoir trouvé des preuves de la théorie de l'évolution, et en fait, c'était des mensonges. Mais beaucoup de gens les ont crus. Alors je suis retourné le voir, et je lui ai dit, mais dis donc, avant d'accuser quelqu'un de mentir, il faut des preuves? Vous avez des preuves de ça? Et là, il me dit, il y en a pas mal. On pourrait commencer par un des plus gros mensonges, qui est la théorie de la récapitulation du biologiste Haeckel. On est dans les années 1850, et Haeckel a prétendu que les embryons des différentes espèces reproduisent au cours de leur développement les différents stades de l'évolution de leur espèce. Et pour ça, il a diffusé partout des dessins qui montraient ces différents embryons. Mais on s'est rendu compte petit à petit que cette théorie était complètement fausse. En fait, la plupart des organismes n'ont pas dans leurs embryons les différents stades de leur soi-disant histoire évolutive. Mais pire que ça, on s'est rendu compte que Haeckel avait volontairement truqué ses dessins. Et il avait trompé tout le monde. Et ce qui est tragique, c'est que pendant plus de 100 ans, ces dessins et cette théorie s'est retrouvée dans les manuels scolaires du monde entier, et que ça a beaucoup contribué au fait que cette théorie de l'évolution a été acceptée. Et c'était une fraude complète. Et j'ai vérifié, c'est absolument vrai. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous reporter à l'article du New Scientist du 6 septembre 1997 où vous verrez tout ça. Incroyable. Et je lui ai dit, mais vous avez d'autres exemples? Et là, il me dit, il y en a beaucoup. Par exemple, on pourrait parler de l'homme de Piltdown. Là, on est en 1912, quand un groupe de paléontologues prétendent avoir trouvé le fameux chaînon manquant entre le singe et l'homme. Ça s'est diffusé partout, et là aussi ça s'est retrouvé pendant 40 ans dans les manuels scolaires du monde entier. Mais on s'est rendu compte dans les années 1950 que c'était totalement faux, et non seulement ça, mais que c'était une supercherie qui avait été fabriquée de toutes pièces. On avait pris des ossements d'êtres humains et d'orang-outans, on les avait limés, on les avait traités chimiquement pour qu'ils apparaissent plus vieux, et ça a trompé tout le monde pendant plus de 40 ans. Incroyable. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Et là, il me dit, et moi, par exemple, j'ai assisté dans les années 1990 à une conférence d'un paléontologue qui prétendait avoir en fait trouvé un ancêtre commun entre le singe et l'homme. Il nous disait qu'en fait, l'homme ne descendait pas du singe, mais d'un petit animal dont il avait retrouvé 3 petites dents. Ça alors. Et oui, et moi, vous comprendrez que beaucoup de gens soient sceptiques quand on veut dire qu'on connaît beaucoup de choses à partir de quelques petits bouts d'os. Incroyable. Bon, ça d'accord, mais c'était des anciens exemples. Est-ce que vous avez des exemples plus récents? Et là, il me dit, il y en a pas mal. Par exemple, on entend beaucoup parler de soi-disant organes vestigiaux.
Alors de quoi s'agit-il? Ce seraient des organes qu'on retrouve dans les espèces actuelles et qui ne seraient en fait que des vestiges des ancêtres de cette espèce, mais qui ne seraient plus utiles actuellement. Par exemple, on retrouve quelques os dans le squelette des baleines, et certains prétendent que ce sont en fait des restes qui ne servent plus à rien, des pattes qu'avait le mammifère qui serait l'ancêtre des baleines, et qui serait ensuite allé dans l'eau pour se évoluer progressivement en baleine. Mais en fait, on s'est rendu compte que ces os étaient tout à fait utiles à l'accouplement des baleines, à la reproduction. Donc là encore, c'est tout à fait faux. Ça alors, j'ai vérifié, et c'est encore vrai. Et je lui ai dit, et vous avez d'autres exemples? Et là, il me dit, oui, bien sûr, on pourrait par exemple parler des organes qui sont soi-disant mal faits dans la nature. Par exemple, l'œil humain. Tout le monde reconnaît que c'est une merveille de technologie, mais il se trouve que la lumière, dans l'œil humain, traverse certains éléments avant d'atteindre les photorécepteurs qui sont au fond de l'œil. Et certains disent, c'est mal fait, parce que si on regarde les yeux des pieuvres, qui sont très semblables à ceux des humains, ils n'ont pas ce défaut où la lumière doit traverser certains éléments. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les deux sont des merveilles. Mais l'œil humain, pourquoi est-ce qu'il a ces éléments que la lumière doit traverser? C'est parce que ces éléments filtrent les ultraviolets qui sont dans la lumière. Et s'ils n'étaient pas là, les photorécepteurs seraient grillés au fond de l'œil. Alors que les pieuvres, qui vivent dans l'eau, n'ont pas besoin de ça. Parce qu'en fait, l'eau filtre les ultraviolets. Donc en fait, ce sont dans les deux cas des merveilles de la nature. Ou peut-être même, devrais-je dire, des merveilles de Dieu. Ah non, vous n'allez pas encore parler de Dieu, pourquoi est-ce que vous parlez de Dieu tout le temps? Et là, il me dit, en fait, prenons l'organisme vivant le plus simple qui existe. C'est une bactérie. Il se trouve que cette bactérie est plus complexe et plus ingénieuse que tout ce que l'homme a fabriqué. Tellement ingénieuse que finalement, l'ingénieur qui l'a conçue devait être très 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 ingénieux. Et même la Bible prétend qu'il s'appellerait Dieu. Vous prétendez que la bactérie la plus simple au monde est plus complexe que tout ce que l'homme a fait. Vous pourriez me le prouver, ça? Que l'organisme vivant le plus simple qui existe est plus complexe que tout ce que l'homme a fabriqué. Alors je suis retourné le voir, et je lui ai dit, dis donc, comment ça c'est plus complexe? Et là il me dit, oui, depuis que l'homme s'est fabriqué des microscopes suffisamment puissants, on se rend compte des prodiges qui sont dans la nature. Par exemple, si on prend le flagelle qui permet aux bactéries de se déplacer. Ce flagelle, il est actionné par un moteur électrique qui est équivalent au moteur électrique performant qu'on sait fabriquer maintenant. Il est fabriqué par une quarantaine de protéines qui s'assemblent, qui traversent la membrane de la cellule et qui ensuite s'assemblent les unes derrière les autres pour constituer ce flagelle absolument incroyable. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Et moi j'ai un master en électrotechnique, et c'est vrai que ce moteur, avec son rotor, son stator et tous ses composants, c'est une merveille qui tourne à des milliers de fois par minute, dans un sens et dans l'autre. C'est extraordinaire. Et là, il me dit, oui, et en fait, il y a bien plus que ça dans la nature. Si vous prenez l'organisme vivant le plus simple qu'on connaisse, qui est une bactérie, à elle seule, elle est plus complexe et plus ingénieuse que tout ce que l'homme a pu fabriquer. Cette bactérie, si on regarde à l'intérieur, on y verra des centaines de protéines différentes. Des protéines qui agissent dans une dizaine de domaines. Des protéines de régulation qui vont accélérer ou ralentir les réactions chimiques. Des protéines qui sont de la signalisation pour détecter les signaux de l'extérieur. Des protéines qui vont être des protéines motrices, comme notre fameux flagelle qu'on a regardé. Des protéines qui vont être des protéines de défense, comme par exemple les anticorps, pour que la bactérie puisse tuer les agents extérieurs qui voudraient la détruire. Et enfin, des protéines de stockage, et aussi des protéines de transport. C'est incroyable, on voit dans une bactérie, une construction en direct live de sortes de filaments. Et sur ces filaments, on observe des sortes de robots qui marchent littéralement sur ces filaments pour acheminer d'autres éléments au endroit où c'est nécessaire.
Et c'est donc une véritable usine d'une complexité incroyable, avec des millions de réactions chimiques qui se produisent sans arrêt, tout cela coordonné par le code génétique qui est dans cette énorme molécule d'ADN. C'est un vrai prodige. Et là où ça dépasse vraiment la capacité humaine, par exemple, sur ces filaments, eh bien, ils sont construits et ensuite désassemblés pour éviter que la bactérie soit trop rigide. C'est déjà un prodige, mais il y a encore bien plus. Cette bactérie la plus simple qui existe, elle est capable donc de se déplacer pour aller chercher elle-même sa nourriture, faire entrer la nourriture à travers la membrane et se nourrir. Elle est capable de se soigner elle-même. Et elle est capable de se reproduire identique à elle-même. C'est un prodige qui dépasse la capacité humaine. Mais c'est incroyable. Mais c'est fabuleux, mais c'est Dieu qui a fait ça. Mais Dieu existe. Mais c'est fabuleux. Mais c'est dingue. Et là, il me dit, et oui, et permettez-moi de vous partager un premier verset qu'on trouve dans la Bible, qui dit la chose suivante. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Mais attendez, mais la Bible, mais tout le monde sait bien que c'est un livre poussiéreux qui dit que la Terre est plate. Et là, il me dit, mais c'est encore un gros mensonge. En fait, la Bible, c'est une collection de 66 livres dont la rédaction a commencé il y a plus de 3500 ans. Cette rédaction a duré environ 1500 ans et elle a été faite par une quarantaine d'auteurs. Ce n'est pas un manuel scolaire scientifique. Elle utilise un langage courant, comme par exemple le soleil se lève ou le soleil se couche. Et certains y voient là-dedans l'indication que la Bible dirait que la Terre est plate. Mais c'est pas du tout le cas. En fait, c'est un langage courant, comme lors de la présentation de la météo, où on dit que le soleil se lève à telle heure et se couche à telle heure. Et en fait, vous allez être surpris. Parce que la Bible, non seulement elle dit pas que la Terre est plate, mais elle dit que la Terre est comme une sphère. Et elle dit que la Terre est suspendue dans le vide. Incroyable. Et j'ai vérifié, et c'est vrai, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Dans le livre d'Ésaïe, eh bien, on trouve que Dieu est assis au-dessus du cercle de la terre, qui fait penser à une sphère, à un globe. Et dans le livre de Job, on lit que Dieu a suspendu la terre sur le vide. Incroyable. Mais la Bible dit des choses bien plus vraies qu'on le pense. Et j'ai un collègue qui m'a dit qu'il y avait des prophéties dans la Bible. C'est vrai ça aussi ? Et là, il me dit, c'est absolument vrai. Et en fait, les prophéties sont une des preuves les plus admirables que la Bible vient de Dieu. L'incroyable complexité de la vie nous pousserait bien à croire en un Dieu créateur. Mais j'ai commencé à en parler autour de moi, et on s'est un peu moqué en me disant, on n'a même pas besoin de Dieu pour expliquer l'origine de l'univers. Alors je suis retourné vers mon ami ingénieur, et je lui ai dit, il paraît qu'on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer l'origine de l'univers. Qu'est-ce que vous en dites ? Et là, il m'a dit, c'est un sujet passionnant. Parce que, contrairement à ce que la plupart des gens croient, les scientifiques ne savent pas d'où vient l'univers. Mais comment ça ? On sait bien qu'il y a eu un Big Bang. Oui, la plupart des scientifiques s'accordent sur le modèle cosmologique standard du Big Bang. Mais en fait, la question se pose, d'où vient Big Bang ? Et il y a comme une barrière, qu'on appelle le mur de Planck, au-delà duquel on ne peut rien voir. Donc en fait, les scientifiques ne savent pas d'où vient l'univers. Ça alors ? Mais c'est incroyable, c'est pas possible. Alors, je suis allé retourner m'acheter un autre magazine, attendez voir. Aux origines de l'univers. Hors série Le Monde, CNRS édition. Mais je l'ai lu, en me disant, mais je vais trouver des réponses là-dedans. Mais qu'est-ce que je lis ? Page 14. La question, qu'y avait-il avant le Big Bang, n'a pas de sens
en physique et relève de la métaphysique. Incroyable. Mais alors, les scientifiques ne savent pas d'où vient l'univers, mais il vient d'où l'univers? Et là, il me dit, mais il y a plusieurs hypothèses, plusieurs croyances, plusieurs théories. Stephen Hawking, par exemple, qui est un des astrophysiciens les plus éminents récemment, eh bien, il disait, en 2010, que lui croyait que, en raison de la loi de la gravité, l'univers pouvait se créer de lui-même à partir de rien. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Étienne Klein, qui est un scientifique français bien connu, se posait beaucoup de questions par rapport à cette affirmation. Par exemple, faut-il comprendre que la loi de la gravité était présente déjà dans le néant originel? Mais alors pourquoi ne pas appeler cette loi de la gravité Dieu? Mais en fait, Stephen Hawking n'a jamais voulu accepter l'idée d'un Dieu créateur. Et jusqu'à sa mort en 2018, il a rejeté cette idée. Mais il y a des scientifiques mondialement connus qui vont encore plus loin, puisque Peter Atkins, par exemple, croit que l'univers a été créé par les mathématiques. C'est John Lennox, un mathématicien britannique, qui raconte cette anecdote dans une vidéo que je vous recommande, et qui a d'ailleurs été tournée en France. Mais John Lennox raconte qu'il n'a pas pu s'empêcher de rire face à une telle affirmation, en constatant qu'elle était complètement absurde. Puisqu'évidemment, les mathématiques sont des notions totalement abstraites qui ne peuvent rien créer. Donc, parfois, j'ai l'impression que certains préfèrent croire en tout et n'importe quoi plutôt qu'en un Dieu créateur. C'est aussi le cas de Richard Dawkins, dont je vous ai déjà parlé, qui est le scientifique, le biologiste, qui est mis en avant dans le portail Wikipédia de l'évolution. Et ce Richard Dawkins préfère croire que la vie aurait été amenée sur Terre par des extraterrestres plutôt que de croire en Dieu. Attendez, mais il y a un truc qui me perturbe. À vous écouter, les scientifiques disent n'importe quoi. Alors qu'on constate bien que la science, ça fonctionne. On a des smartphones, on a du multimédia, des voitures. Ça marche, la science. Et là, il me dit, oui. Et c'est l'occasion de faire la distinction entre deux types de sciences. Les sciences expérimentales et les sciences historiques. Les sciences expérimentales, ce sont celles qui peuvent être vérifiées par des expériences directes. Et du coup, qui sont très fiables. C'est le cas de l'électronique, de l'optique, de la chimie, de la thermodynamique, et de tout un tas de choses. Et c'est vrai que ces sciences produisent des objets et des choses qui fonctionnent. Les ordinateurs, les voitures, les télécommunications, le multimédia, etc. Les sciences historiques, c'est tout à fait différent. Elles produisent des résultats beaucoup moins fiables, puisqu'elles s'intéressent au passé, qu'on ne peut pas reproduire. C'est le cas de l'origine de l'univers et de l'origine de la vie. Donc, elles produisent des résultats beaucoup moins fiables. Par contre, ce qu'on constate dans les deux cas, dans l'origine de la vie et dans l'origine de l'univers, c'est que, manifestement, ils ont eu une origine, à la fois l'univers et la vie. Et dans les deux cas, on constate la présence d'un langage. Pour l'univers, on constate les fameuses lois de la nature, qui sont écrites quelque part dans l'univers, et qui sont très harmonieuses, et qui sont extraordinaires. On constate aussi dans l'univers la présence de constantes universelles qui ont des valeurs finement réglées, apparemment, pour permettre la vie sur la Terre. Donc ça, c'est un langage et une intelligence extraordinaire dans l'univers. C'est le cas aussi dans la vie. La biologie du vivant nous montre qu'il y a un langage, le code génétique, qui est extraordinaire, d'une complexité incroyable. Donc dans les deux cas, on a une origine et un langage extraordinaire. Et face à ça, on a deux explications majeures. L'explication athée, qui est basée sur la croyance, au bout du compte, que ce seraient les lois de la nature qui seraient éternelles. Mais on a vu qu'elles ont le plus grand mal à expliquer l'origine de l'univers, et de la vie également. Et d'un autre côté, on a l'explication qui nous vient de la Bible. Dans ce cas-là, c'est Dieu qui serait éternel, qui serait créateur, tout-puissant et intelligent. Et finalement, les deux langages et l'intelligence extraordinaire qu'on voit dans la nature seraient des indices de sa présence et de son existence. Comme on le voit par exemple dans les versets de la Bible suivants. Au commencement était la parole,
qui nous parle d'un langage qui serait là avant l'univers, en Dieu. Et également d'autres versets comme par exemple « Le ciel raconte la gloire de Dieu ». Alors c'est vrai qu'en réfléchissant, je me suis dit, quelque part, c'est plus logique de croire qu'il y a un Dieu intelligent qui a créé tout ça. Mais par contre, pour croire en la Bible, moi je suis embêté, j'ai commencé à en parler autour de moi et on m'a dit, mais attends, mais la Bible, ça dit que Dieu aurait créé le monde en 6 jours, il y a 6000 ans. Alors qu'on sait bien qu'il y a eu un Big Bang il y a 13,7 milliards d'années. L'apparition de la vie reste un mystère pour les sciences naturelles. Et que l'origine de l'univers reste un mystère pour les sciences physiques. Et qu'en plus, l'incroyable harmonie qui règne dans les lois de la nature et l'extraordinaire complexité du code génétique pourraient bien nous faire croire qu'un être supérieur, Dieu, aurait créé tout ça. Mais autour de moi, plusieurs m'ont dit « Mais l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années. Ça correspond pas à ce qu'il y a dans la Bible. » Alors je suis retourné voir mon ami ingénieur et je lui ai dit « Mais est-ce que tous les chrétiens croient que Dieu aurait créé l'univers il y a 6000 ans ?» Et là il m'a dit « C'est un sujet passionnant. En fait, certains chrétiens croient aux milliards d'années. D'autres croient que Dieu aurait créé la Terre et l'univers il y a 6000 ans, mais aurait donné une apparence d'âge. D'autres pensent que les modèles utilisés pour dater tout ça ne sont pas très fiables. Comment ça, pas très fiable ? Mais pour comprendre ça, il faut étudier ces différentes méthodes de datation. Prenons par exemple la datation au carbone 14. Le principe est assez simple. Du carbone 14 se crée dans la haute atmosphère, ensuite il s'allie avec de l'oxygène pour donner du CO2, qui est absorbé par tous les organismes. Mais à la mort d'un organisme, celui-ci n'assimile plus du carbone 14. Et finalement, le carbone 14 qu'il y a dans l'organisme à ce moment-là commence à se désintégrer à une vitesse constante. Et du coup, la quantité de carbone 14 qui reste dans l'organisme est une sorte d'horloge. Qu'est-ce qui n'est pas fiable alors ? Mais jusqu'ici, ce qu'on a vu relève des sciences expérimentales, qu'on peut vérifier par des expériences. Mais la grande inconnue, c'est la quantité de carbone 14 qu'il y avait au départ dans l'organisme. Et là, personne n'était là pour la mesurer. Donc, on fait des hypothèses. Et on utilise d'autres méthodes de datation pour essayer de savoir quelle était cette quantité de carbone 14. Mais du coup, c'est hypothétique. Ah d'accord. Mais, par exemple, la datation par les carottes glaciaires, c'est pareil ? C'est pareil. Il suffit de lire l'article de Futura pour se rendre compte, par exemple, qu'on peut y relever au moins 5 sources d'incertitude. Une de ces sources d'incertitude étant l'utilisation, dans une des parties de cette méthode, de la datation au carbone 14. Mais c'est dingue. Mais franchement, on les appelle absolues, ces méthodes de datation. Par exemple, l'âge de la Terre, on sait que c'est 4,5 milliards d'années. Mais là encore, il suffit de lire l'article de Wikipédia pour se rendre compte que cette méthode, comme la méthode au carbone 14, est une méthode qui utilise des isotopes radioactifs qui se désintègrent. Donc on a les mêmes sources d'incertitude. Et en plus, tout le monde s'accorde pour dire que la roche initiale a tout été désintégrée par le mouvement de l'écorce terrestre. Et du coup, on en est réduit à devoir dater une météorite qu'on suppose venir d'une planète qu'on suppose être apparue en même temps que la Terre. Donc là encore, beaucoup de sources d'incertitude. Mais c'est dingue. Mais il y a un truc qui est certain, c'est l'âge de l'univers. Ça, personne ne le remet en cause. 13,7 milliards d'années. D'ailleurs, j'ai un ami qui m'a donné un livre. Attendez voir. Hop. La fabuleuse aventure de la vie. Et il m'a dit, t'as qu'à vérifier. Et vous avez vérifié ? Page 14 ? Page 14. C'est à la suite d'une très longue histoire que le système solaire est apparu. Une histoire de 15 milliards d'années. 15 milliards d'années. Ah c'est pas 13,7 ça. Mais qui date de quand ce livre ? 1987. Donc en 1987, on pensait que c'était 15 milliards d'années. Et oui. Et en fait,
si on étudie les différents âges donnés à l'univers depuis 1920, on en trouve au moins 5 principaux, tous différents. Ça alors? Mais comment ça? Donc ça veut dire que là aussi, il y a des incertitudes? Oh, je suis allé m'acheter un autre magazine. Attendez. Mais, 39 dossiers clés pour comprendre l'astrophysique. Alors je l'ai lu, et effectivement, il y a plein d'incertitudes. Il faudrait déjà que les lois n'aient pas varié avec le temps. On a une incertitude sur la vitesse d'expansion de l'univers. Et puis, un truc qui m'a vraiment fait réagir, il est écrit, page 37, que l'univers est composé à 95% de 2 inconnus, la matière noire et l'énergie noire. Mais c'est fou. Mais personne ne remet en cause ces âges de l'univers? Mais bien sûr que si. Mais en fait, il suffit de chercher. Par exemple, j'ai un article du New Scientist de 2004 dans lequel beaucoup de scientifiques disent mais c'est un peu étonnant et un peu gênant parce que finalement ce modèle utilise sans arrêt de nouveaux éléments qui sont, comment dirais-je, inconnus et que personne n'a pu observer. Les principaux étant l'inflation, la vitesse d'expansion de l'univers, la matière noire et l'énergie noire. Et eux, ils remettent en cause un peu ce modèle. Et d'accord, mais et même récemment? Ben oui. Par exemple, un article de Pour la Science de janvier 2020, dans lequel il est fait état de 5 vitesses d'expansion de l'univers, toutes différentes. Donc vous voyez, tout ça, c'est quand même un peu hypothétique. Ça alors. Mais vous en pensez quoi? Ben, moi, j'ai longtemps cru en ces méthodes de datation, et aussi en la théorie de l'évolution. Mais, il y a 27 ans, j'ai découvert que Dieu existait, et qu'en plus, il se révélait dans la Bible. J'ai donc lu la Genèse, et j'ai voulu vérifier si ce récit était imagé ou historique. J'ai donc cherché des preuves de la théorie de l'évolution. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il n'y en a aucune de preuve directe. Et c'est vraiment très dur à croire. D'ailleurs, vous pouvez vérifier dans votre livre, à la page 34. Page 34. Il n'est pas facile de dire que la vie est née de la matière inerte. Ah oui. Oui, et en fait, plus ça va, plus c'est difficile d'y croire. Ensuite, je me suis mis à étudier les méthodes de datation, pour me rendre compte qu'elles contenaient beaucoup d'hypothèses. J'ai ensuite étudié l'histoire du déluge, pour faire une découverte assez extraordinaire. C'est ce qui s'est passé dans les années 1980 au Mont Sainte-Hélène, où tout un tas de strates géologiques se sont créées en quelques semaines. Ce qui finalement remet en cause la théorie qui voudrait que les strates mettent des millions d'années à se créer. Donc finalement, j'en suis venu à la conclusion que ce récit de la Genèse était vraiment historique. Et je crois tout ce qui est écrit dedans. La théorie de l'évolution était prophétisée dans la Bible. Je dis mais c'est pas possible. Alors je suis retourné le voir et je lui dis mais vous pensez qu'il y a des textes dans la Bible qui annonçaient à l'avance la théorie de l'évolution? C'est pas possible. Et là il me dit écoutez, c'est un sujet passionnant. Là encore, je vais vous présenter les éléments et vous pourrez en juger par vous-même. Je vais vous présenter 3 textes qui sont écrits dans la Bible depuis quasiment 2000 ans. Le premier, c'est un texte que j'ai déjà cité, Romains 1, dans lequel il est simplement marqué que la puissance de Dieu et sa divinité se voient comme à l'œil nu lorsqu'on observe la création. Le deuxième texte, qu'on trouve dans la deuxième épître de Pierre, indique qu'à la fin des temps, les hommes viendront avec des moqueries et se détourneront volontairement de la vérité concernant la création et le déluge. Et le troisième texte indique que ces hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs et se tourneront vers des fables. Et je pose la question, est-ce que c'est pas exactement ce qui se passe avec la théorie de l'évolution? On a vu que le cœur de cette théorie, qui est que la vie et les différentes formes de vie pourraient apparaître naturellement par le hasard et la sélection naturelle, eh bien le cœur de cette théorie n'a jamais été observé dans une expérience. Il n'est donc pas prouvé, et plus ça va, plus on comprend l'incroyable complexité du code génétique, plus ça paraît difficile à croire. Et pour l'aspect fable, eh bien cette théorie voudrait au fond nous faire croire qu'une grenouille s'est transformée en prince.
Ça alors? Mais il y aurait d'autres prophéties dans la Bible? Et là, il me dit, il suffit de chercher. En fait, si vous écoutez par exemple Paul Barnett, qui est le directeur du ministère des TBM, que vous pouvez trouver sur Internet, eh bien il indique que sur les environ 31 000 versets de la Bible, 8 000 à peu près parlent de prophéties d'environ 700 événements, dont 500 se sont déjà réalisés. Ça alors? Mais vous avez des exemples de ça? Bien sûr, on pourrait par exemple parler de la destruction de la ville de Tyr, qui est une ville située au Liban. Eh bien, elle est prophétisée 600 ans avant Jésus-Christ, dans Ézéchiel au chapitre 26. Et il y a un certain nombre de détails qui nous sont donnés. Par exemple, que beaucoup de nations viendront pour détruire cette ville. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avec Nabuchodonosor, ensuite avec des Grecs, Alexandre le Grand, et puis Antigone, des Égyptiens avec Ptolémée, et bien plus tard des musulmans au XIIIe siècle. Donc ça s'est passé exactement de cette façon. Et puis d'autres détails surprenants, il est écrit dans cette prophétie d'Ézéchiel 26 que la poussière et les constructions de cette ville seraient jetées dans la mer. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Alexandre le Grand est venu pour envahir la ville, la détruire, et finalement jeter toutes les constructions dans la mer pour construire une sorte de digue pour atteindre la population qui s'était réfugiée sur la partie insulaire de la ville. Ça, c'est un des exemples tout à fait étonnants. C'est dingue! Je l'ai vérifié, c'est exactement ce qui s'est passé historiquement. Mais est-ce qu'il y a des prophéties alors qui parlent aussi de l'avenir, qui ne sont pas du tout réalisées? Et là, il dit, bien sûr, on pourrait par exemple parler du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. On y voit des choses tout à fait étonnantes. Notamment, il est question d'un empire ou d'une bête qui va imposer au monde entier un système commercial faisant que personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir une marque sur la main droite ou sur le front. Et c'est tout à fait étonnant, est-ce que ce ne serait pas finalement, au bout du compte, l'aboutissement de toute cette technologie en cours sur le paiement sans contact qu'on est en train de commencer à voir? Et encore, dans ce chapitre 13, il est question de cette marque de la bête, ce fameux 666, que l'on retrouve effectivement, de façon tout à fait surprenante, sur le code barre le plus répandu au monde, qui est le code barre EAN13. Et on y voit effectivement ce chiffre 666. Ça alors, mais c'est dingue! Est-ce qu'il y a d'autres détails? Il y a d'autres détails. Par exemple, il est question d'une image à qui on donnera une capacité de s'animer et de parler. Je me dis, est-ce que ce ne serait pas l'aboutissement de toute notre technologie d'image de synthèse et finalement d'intelligence artificielle? C'est tout à fait surprenant. Mais c'est pas possible! Mais c'est dingue! Mais j'ai envie de demander, mais quelles sont les prophéties les plus importantes? Et là, il dit, en fait, le personnage le plus important dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, eh bien c'est le Messie, le Sauveur du monde, que l'on reconnaît facilement en Jésus-Christ, pour plein de raisons. Parce qu'il y a notamment plus de 300 prophéties sur Jésus-Christ. Par exemple, le lieu de sa naissance, ou sa divinité, ou le prix même de sa trahison. Et la plus étonnante peut-être, c'est celle qui concerne le pourquoi de sa mort. On la trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, où il est écrit que sa mort va nous permettre d'obtenir la paix avec Dieu. Parce qu'en fait, il était blessé, il était meurtri, et il a été tué à cause de nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés. Et finalement, l'accomplissement de cette prophétie, on la retrouve partout dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. L'ADN poubelle, ça c'est une preuve de l'évolution. Alors je suis retourné voir mon ami ingénieur, et je lui ai dit, il paraît que la présence d'ADN poubelle serait une preuve de la théorie de l'évolution. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Et là, il m'a dit, c'est un sujet passionnant. Pour le comprendre, il faut parler de la composante fondamentale de la génétique, qui est la production de protéines. Le fonctionnement est le suivant. L'ADN est une succession de nucléotides. Il en existe 4 différentes, auxquelles on a donné des lettres, A, T, C ou G. La molécule d'ADN est donc une grande succession de lettres, A, T, C, G, A, C, T, A, G, etc. Selon les organismes, il y a des centaines de milliers, des millions ou des milliards de lettres.
Ce qui se passe ensuite, c'est qu'une partie de ce code, qu'on appelle un gène, est copiée dans une molécule d'ARN. Cette molécule d'ARN est acheminée vers une grosse machine moléculaire qu'on appelle le ribosome, et qui va prendre des nucléotides 3 par 3, on appelle ça un codon, et qui va traduire ce codon dans l'un des 22 acides aminés qui sont utilisés pour construire les protéines. Un gène est constitué de centaines de codons, et donc une protéine va être un assemblage de centaines d'acides aminés. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a découvert ce code génétique, on s'est rendu compte qu'une grande partie de ce code ne codait pas pour des protéines. Une grande partie de cette séquence de lettres n'était pas des gènes. Et en 1972, un scientifique a inventé cette expression junk DNA, autrement dit ADN poubelle, pour désigner ces portions d'ADN qui ne codent pas pour des protéines. Et les croyants en la théorie de l'évolution se sont dit « Ah ben c'est normal, puisque l'ADN serait le résultat de processus aléatoires, et finalement, eh bien, ça aurait donné ces parties inutiles de l'ADN, le junk DNA, l'ADN poubelle. » Mais on s'est rendu compte, au fil du temps, qu'en réalité, ces portions d'ADN sont tout à fait utiles. La plus grosse étude qui a été réalisée s'est appelée le projet ENCODE. Il a commencé en 2003 et s'est terminé en 2012. Il a rassemblé 442 chercheurs qui ont pu conclure et trouver une utilité à environ 80% finalement de ce code génétique. Ces résultats ont gêné finalement les croyants en la théorie de l'évolution, comme le montrent par exemple ces deux articles de 2013. Le premier, pour la science, qui essaie de minimiser la portée de ce résultat, et l'autre, du journal Scientific American, qui en gros essaie de dire que finalement l'ADN poubelle est tout à fait logique et cohérent avec la théorie de l'évolution. Mais le gros problème, c'est que depuis lors, un grand nombre d'études ont montré que cette position de la théorie de l'évolution est de plus en plus difficile à tenir. On s'est en fait rendu compte, et on se rend compte encore aujourd'hui, de la complexité inouïe du code génétique. Je vais vous en donner deux illustrations. La première concerne ce qu'on a appelé les 4 dimensions de l'ADN. Alors, comme l'explique très bien le biologiste qui est sur cette image, l'ADN est en fait une succession donc de lettres, et donc une succession de gènes. C'est la première dimension. On s'est aperçu que certains gènes activaient ou désactivaient d'autres gènes. C'est la deuxième dimension. On s'est ensuite aperçu que cette grosse molécule d'ADN, qui en fait est une structure très complexe en 3D, qui peut être dépliée, repliée, déformée, rassemblée, eh bien, cette structure en 3D elle-même a une action de régulation sur l'expression des gènes, et donc sur la production des protéines. Parce qu'en fait, seuls les gènes qui sont en périphérie de la molécule d'ADN, eh bien finalement vont être exprimés pour créer des protéines. On appelle donc ça la troisième dimension de l'ADN. Et la quatrième dimension a été découverte également. Qu'est-ce que c'est que cette quatrième dimension? C'est qu'en fait, la production finalement des protéines dépend de l'état, du stade de chaque cellule et même de chaque organisme. Cette production varie avec le temps et elle est programmée pour changer au cours du temps. C'est absolument étonnant. Et pour comprendre plus précisément ce mécanisme, eh bien, regardez les 3 êtres vivants marins qui sont sur cette illustration. Il se trouve que l'immense majorité des protéines produites par ces 3 organismes sont identiques. Il y a seulement quelques gènes qui varient. Eh bien, ces quelques gènes, qui sont appelés gènes du développement, ou OX gene en anglais, eh bien, sont différents selon les organismes. Et vous voyez que simplement ces quelques gènes produisent des êtres complètement différents. C'est tout à fait bluffant. La deuxième illustration de la complexité inouïe du code génétique, c'est cet article qu'on trouve dans le PNAS, qui est le portail dans lequel on peut voir les différentes publications de l'Académie des sciences américaines. Cet article compare le processus de régulation de la production des gènes d'une bactérie avec le système d'appel des fonctions du cœur du système d'exploitation Linux. On peut exploiter ce résultat, et notamment la figure principale de cette étude. On y voit 2 choses en particulier qui sont étonnantes. On y voit la complexité incroyable du réseau de régulation de la production des protéines. On voit qu'il y a 3 niveaux. En bas, les protéines qui sont actives et qui ont vraiment un effet dans la cellule, et puis 2 niveaux de régulation.
Et vous voyez, avec toutes les différentes flèches entre tous ces gènes, en fait, et tout ce système de code, eh bien, l'incroyable complexité, puisque les gènes et les protéines qui sont en bas sont activés ou désactivés par tout un tas de parties de l'ADN. C'est extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'en fait, ce système de régulation est bien plus intelligent, bien plus ingénieux que le système d'appel des fonctions du système d'exploitation Linux. Puisque comme vous le voyez, il y a dans le système de régulation de la bactérie beaucoup plus de protéines et d'éléments actifs qui sont en bas et qui sont régulés, coordonnés, contrôlés par beaucoup moins d'éléments qui sont dans les systèmes de régulation. Ce qui prouve une complexité et une ingéniosité incroyables. Et c'est ce qui a poussé Bill Gates, le fameux fondateur de Microsoft, à écrire que le code génétique était comme un logiciel informatique, mais bien plus complexe que tout ce que les hommes ont été capables de mettre au point. C'est extraordinaire. Oh, du coup, je suis allé m'acheter un autre magazine. Attendez voir. Sapiens, la révolution épigénétique. C'est passionnant. On y apprend par exemple l'étude canadienne, page 110, qui a montré que les souriceaux qui étaient léchés par leur maman souris, eh bien, devenaient plus tard des adultes souris calmes et qui s'occupaient bien de leurs petits. Contrairement aux souriceaux qui n'étaient pas bien léchés par leur maman et qui finissaient par être des parents stressés. Et on s'est rendu compte que le fait que la maman souriceau lèche ses petits déclenche dans leur code génétique la production d'une protéine vraiment particulière qui fait que les souriceaux devenus adultes eh bien, arrivent à gérer leur stress. C'est complètement incroyable. Ça alors. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les scientifiques qui découvrent ça ne croient pas tous que finalement c'est bien Dieu qui a créé ce code génétique? Et là il dit, mais c'est en grande partie à cause de cette théorie de l'évolution. Puisque, finalement, cette théorie prétend qu'il existerait un mécanisme naturel qui permettrait l'apparition d'une chose aussi complexe que le code génétique. Ce mécanisme naturel, c'est donc basé sur des mutations au hasard et la sélection naturelle. Mais l'immense problème, c'est qu'on n'a jamais pu voir ce phénomène à l'œuvre. C'est ce que dit par exemple le docteur Anderson sur cette vidéo que vous pouvez trouver sur internet. Il y précise que les quelques mutations qui sont bénéfiques sont en fait des pertes ou une dégradation du code génétique. C'est également ce que dit le docteur John Sanford dans son livre « L'entropie génétique et le mystère du génome » que je vous conseille. C'est également ce que je décris un peu plus précisément dans la vidéo numéro 2 que vous pouvez regarder. Et c'est également le cas dans l'apparition de la vie, puisque là encore, ceux qui croient en l'évolution pensent qu'un mécanisme basé sur des réactions chimiques aléatoires, plus quelque chose qui ressemble à une sélection naturelle de ces composants chimiques, eh bien pourrait expliquer l'apparition de la vie et du premier code génétique. Si vous vous rappelez du schéma que je vous ai montré au début de cette vidéo, eh bien on pourrait se poser la question, finalement, qu'a-t-on pu voir apparaître dans une soupe primitive? A-t-on pu voir apparaître ces différents éléments? Eh bien sur cette diapositive-là, regardez ce qu'on a pu voir apparaître. Aucune macromolécule. Uniquement des acides aminés qui sont des petites molécules d'une vingtaine d'atomes qui ne contiennent aucun code. On est donc dans une situation où personne n'a pu observer que des réactions chimiques aléatoires ou des mutations aléatoires, plus la sélection naturelle, puissent produire quoi que ce soit de complexe. Ni des macromolécules, ni du nouveau code génétique. Or ce phénomène aléatoire plus sélection naturelle constitue le cœur de la théorie de l'évolution. On est donc dans une situation où le cœur de la théorie de l'évolution n'est pas prouvé. Et pourtant, une grande majorité de gens préfèrent croire en cette théorie plutôt que de croire que c'est Dieu qui a créé tout ça. Et ça me rappelle ce verset qui dit la chose suivante, « Le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Mais pour nous qui croyons, nous voyons évidemment dans le génome, dans le code génétique, une des merveilles que Dieu a créées. Vous vous rappelez, l'ingénieur que j'ai rencontré et qui ne croit plus à la théorie de l'évolution de Darwin. J'ai commencé à en parler autour de moi, et hier, un collègue me dit « Figure-toi que j'y crois plus non plus, et qu'en plus, il y a une récompense de 10 millions de dollars pour celui qui pourrait prouver l'évolution. » Alors, je suis retourné voir mon ami ingénieur, et je lui ai dit
il paraît qu'il y a un prix, une récompense de 10 millions de dollars pour celui qui pourrait vraiment prouver l'évolution. Vous êtes au courant? Et là, il me dit, c'est un sujet passionnant. Et il se trouve que c'est tout à fait exact. Cette récompense est proposée par un ingénieur en électronique américain qui s'appelle Perry Marshall. Il s'est rendu compte, lors de ses débats sur la théorie de l'évolution et sur le débat avec la création, qu'il y avait un problème. Parce qu'un jour, il a entendu Richard Dawkins qui disait que l'apparition de la vie était comme un heureux hasard chimique. Et là, il s'est dit, mais ce n'est pas du tout une déclaration scientifique. Les sciences, ce sont des principes et des procédures qu'on peut appliquer et des expériences qu'on peut reproduire. Mais ça n'a rien à voir avec des heureux hasards chimiques qu'on ne peut pas reproduire. Du coup, il s'est lancé dans une étude de ce sujet pendant 15 ans, au bout de laquelle il a conclu que la théorie de l'évolution qu'on nous a enseignée est manifestement fausse. Ça alors? Mais c'est fou! Lui aussi s'en est rendu compte? Mais comment il en est arrivé là? Eh bien, en fait, il a vite compris que la théorie qui disait que des mutations aléatoires plus une sélection naturelle pourraient produire quelque chose de nouveau permettant à un organisme de changer de forme, eh bien cette théorie ne tenait pas la route. Il s'en est rendu compte simplement en réalisant que toutes les mutations correspondent en fait à une dégradation du code génétique. Même les quelques cas où une mutation peut produire un aspect bénéfique à court terme, comme par exemple les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques, et bien même dans ce cas-là, en fait, il y a réellement une dégradation du code génétique. Et il a pu faire le lien avec ses connaissances scientifiques qui lui disaient que dans la propagation d'un signal, dans la propagation de l'information, eh bien, les mutations ressemblent au bruit qui parasite cette information. Il s'agit toujours d'une dégradation. Du coup, il s'est rendu compte que cette théorie était manifestement fausse. Ça alors? Mais est-ce qu'il a diffusé cette information et ses découvertes? Et là, il dit, effectivement, il a écrit un livre qui s'appelle « Évolution 2.0 », en constatant que l'évolution qu'on a apprise ne tenait pas la route et qu'il fallait probablement chercher une deuxième théorie, la 2.0. Et du coup, il a proposé un prix. Pourquoi a-t-il proposé un prix? Eh bien pour la raison suivante. Il s'est rendu compte que le vivant reposait sur un mécanisme de codage d'une information digitale. Et que ce mécanisme était exactement celui que nous utilisons, nous, êtres humains, dans nos technologies de l'information. Dans l'informatique, dans les ordinateurs, le multimédia et toutes les télécommunications. Ce principe, quel est-il? Eh bien, il est en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'information, elle est stockée sur un support digital, puis elle est ensuite codée par un codeur, en une autre forme finalement d'information qui est transmise jusqu'au décodeur, qui là va lui traduire finalement cette information en une autre information qui va être réellement utilisable. On a donc toutes ces étapes qui se produisent dans nos technologies de l'information. Et il s'est rendu compte que c'est exactement ce qui se passe dans absolument tous les organismes vivants, depuis les simples cellules jusqu'aux êtres humains. Et ce processus, quel est-il? Eh bien, l'information, elle est stockée au départ dans l'ADN sous forme digitale, avec, vous vous rappelez, cette succession de nucléotides auxquels on a donné des lettres, A, T, C ou G. On a donc plein de nucléotides qui se suivent. Cette information, elle est ensuite codée par un ARN polymérase en un ARN messager, qui va ensuite transporter cette information vers le décodeur, qui est ici le ribosome. Ce ribosome va utiliser une table de correspondance réellement qui va faire correspondre à chaque triplet de lettres, qu'on appelle un codon, eh bien un acide aminé particulier. Par exemple, CGA va donner l'arginine. Et on a ainsi le ribosome qui va construire un assemblage d'acides aminés qui va donc résulter en une protéine. Et ça se passe tout le temps. Et il s'est rendu compte que personne ne savait d'où pouvait bien venir ce code génétique, cette apparition d'un phénomène comme ça extrêmement complexe et ingénieux, finalement de transfert de l'information. Il a donc proposé un prix à quiconque pourrait prouver que ce phénomène, ce mécanisme pourrait apparaître de façon naturelle. Ça alors? Mais ça a été annoncé officiellement? Bien sûr, le prix a démarré le 28 août 2017 et cette annonce a été réitérée le 31 mai 2019 à la Société Royale de Londres. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site internet evo2.org.
Ça alors. Mais est-ce qu'il y a des grands scientifiques qui ont essayé de résoudre cette énigme? Bien sûr, on pourrait par exemple parler de Lee Cronin, qui est un chimiste bien connu et un des plus fervents croyants en la théorie de l'évolution que je connaisse. Il essaye depuis le début de remporter ce prix, mais comme le dit James Tour, que je vous ai déjà présenté, eh bien, il est très très loin du compte. Ça alors. Mais 10 millions de dollars, c'est quand même une grosse somme. D'où vient cet argent? Et là, il me dit, en fait, le principe est simple. Perry Marshall s'est dit, mais si jamais cette découverte était faite, on pourrait peut-être la breveter. Et on pourrait utiliser ce brevet dans tout un tas d'applications médicales ou d'intelligence artificielle, par exemple. Ça alors. Mais c'est incroyable. Et est-ce que dans son livre Évolution 2.0, il dit autre chose, Perry Marshall? Et là, il me dit, oui, il a écrit d'autres choses. Par exemple, le fait qu'il a découvert, il a appris que dans une simple cellule, eh bien, il se produisait des phénomènes extraordinaires liés au code génétique, et qui sont d'ailleurs programmés au départ dans le code génétique. Par exemple, les cellules ou les bactéries peuvent communiquer entre elles. Elles peuvent également coopérer en se répartissant des tâches. Elles peuvent s'échanger des gènes. Elles peuvent également transmettre des caractères acquis à leur descendance. Et enfin, elles peuvent parfois réarranger entièrement leur code génétique. Et l'exemple le plus hallucinant concerne des protozoaires qui, dans certains cas de changement de leur environnement, eh bien, découpent leur ADN en 100 000 parties et le réassemblent selon certaines combinaisons. Et tout ça en 12 heures. Et du coup, la question à 10 millions de dollars, c'est « Mais d'où vient donc ce code génétique absolument génial ?» Perry Marshall pense qu'il y a peut-être une explication naturelle à cette apparition. Il a donc mis en place ce prix de 10 millions de dollars. Pour ma part, j'ai une autre théorie qui est également écrite dans un livre que vous connaissez peut-être. Ce livre commence par une phrase qui est également bien connue et qui dit la chose suivante. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » J'ai parlé de la théorie de l'évolution de Darwin autour de moi, en commençant par le livre de Michael B.E., Darwin Devolves, dans lequel ce scientifique constate qu'en fait toutes les mutations correspondent à des dégradations du code génétique, et qu'il est donc difficile d'imaginer qu'elles puissent être à l'origine de nouvelles fonctionnalités qui pourraient faire passer les organismes d'une forme de vie à une autre. J'ai ensuite parlé du livre de Stephen Meyer, Darwin's Doubt, dans lequel ce scientifique constate que dans le registre fossile, eh bien les différentes formes de vie apparaissent soudainement, tout d'un coup, sans ancêtres qu'on puisse identifier sous forme de fossiles. Et qu'ensuite, les différentes espèces sont assez stables dans le registre fossile. Du coup, ces deux constatations pourraient bien nous faire croire qu'en réalité, il n'y a pas du tout eu d'évolution. Et là, quelqu'un me dit, y a que des livres en anglais? Alors, je lui dis, bien, si vous cherchez un livre en français, je vous conseille le livre de Dominique Tassot, un ingénieur de l'école des mines, qui explique tout ça, et qui s'intitule « L'évolution, une difficulté pour la science, un danger pour la foi ». Et à la fin, je leur explique que le coup de grâce à une explication naturelle de la vie, eh bien, c'est l'apparition de la vie elle-même sur la Terre, qui reste un mystère complet pour la science. Et là, un autre me dit « Pas du tout, ça y est !» On a trouvé, on a percé le mystère des origines de la vie. D'ailleurs, il y a un article dans National Geographic qui explique tout ça. Alors je suis retourné voir mon ami ingénieur et je lui dis, il paraît qu'il y a un article dans lequel est décrit le mystère de l'origine de la vie. Qu'est-ce que vous en dites? Et là il me dit, c'est un sujet un peu navrant. Parce qu'en réalité, il y a régulièrement des articles qui sont publiés dans de grandes revues avec des titres complètement extravagants. Et nous avons ici un bon exemple. Le titre de cet article de National Geographic de décembre 2020, eh bien c'est le suivant. On aurait percé le mystère des origines de la vie. Alors, on est bien sûr attisé par la curiosité, mais que contient donc cet article ? Eh bien, si on prend le sous-titre de cet article, on voit qu'il s'agit d'un homme qui s'appelle Tibor Ganti et qui a publié en 1971 un modèle théorique de ce qu'aurait pu être un précurseur de la première forme de vie.
En fait, en 1971, comme l'explique l'article, il y a eu 3 propositions, 3 théories sur ce qu'aurait pu être, disons, une protocellule, c'est-à-dire le stade avant la première cellule vivante réelle que l'on connaît. Son modèle à lui s'appelle le chimioton. Selon lui, ce qui a précédé la première bactérie, eh bien, c'est une protocellule qui aurait une membrane, un métabolisme avec des protéines, et puis une capacité à se reproduire. Bon, c'est très bien, effectivement, toutes les formes de vie possèdent ces 3 éléments. Mais, du coup, quel est le problème avec ça ? Le problème, c'est que tout ça est totalement théorique. En réalité, si on essaye de résumer l'hypothèse d'une apparition naturelle de la vie, on peut le résumer en 5 étapes. Premièrement, une apparition de molécules simples, comme les acides aminés. Deuxièmement, une apparition de macromolécules. Troisièmement, une apparition d'un système auto-répliquant, qui peut se répliquer tout seul. Quatrièmement, l'apparition de protocellules. Et cinquièmement, l'apparition de la première bactérie. Ça, c'est la théorie. Mais en réalité, qu'a-t-on pu voir réellement émerger de ce qu'on imagine être une soupe primitive ? Eh bien, uniquement des molécules simples, comme les acides aminés lors de l'expérience de Miller de 1953. Et depuis 70 ans qu'on fait des recherches là-dessus, on n'a quasiment pas progressé. Ça alors ? Mais c'est fou ! Mais concrètement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas progressé ? En fait, il s'avère que les obstacles à l'apparition naturelle de la vie sont immenses et très nombreux. Par exemple, si on prend la deuxième étape, l'apparition de macromolécules, comme l'ARN, comme les protéines, comme l'ADN, eh bien, il se trouve que, comme l'explique très bien le thermodynamicien Brian Miller, en fait, ces macromolécules sont dans un état qui est, disons, contre nature, avec une très faible entropie, c'est-à-dire des molécules très ordonnées, et en même temps un haut niveau d'énergie. En fait, les lois de la physique que l'on connaît, les lois naturelles, ne produisent pas ce type de molécules. Et c'est pour cela qu'on n'en voit pas apparaître, et c'est pour cela également que lorsque une cellule meurt, ou un être vivant meurt, eh bien, il se décompose. Parce qu'en fait, les cellules et les macromolécules sont dans un état qui n'est pas naturel, et qui est simplement maintenu par la vie, justement. Ah ouais, d'accord. Et alors pour le système autorépliquant, eh bien, si vous suivez un petit peu la littérature, vous apercevrez qu'il y a beaucoup d'articles autour des ribozymes. Et beaucoup essayent de présenter cela comme des systèmes qui peuvent se répliquer eux-mêmes. Mais sans rentrer dans le détail, il se trouve que c'est totalement exagéré. Il y a à chaque fois un complexe protéique qui permet en réalité à la molécule, par exemple d'ARN, de se reproduire et de se dupliquer. C'est ce qu'explique très très bien Rod Stadler dans son livre Stairway to Life, dans lequel il écrit précisément que des décennies de recherche n'ont pas permis de fournir un seul scénario viable d'apparition de systèmes auto-réplicants. D'accord. Et les protocellules alors ? Et là, il me dit, là aussi, on a affaire à des articles totalement exagérés. C'est le cas d'ailleurs dans l'article que je citais au départ, National Geographic, qui fait mention d'un certain Jack Szostak. Ce Jack Szostak est un prix Nobel qui a notamment produit un site internet que vous pouvez consulter, dans lequel, eh bien, il dit quoi ? Il dit qu'en fait, il espère que ces recherches pourront permettre de fournir des explications sur certains éléments essentiels d'une cellule. En réalité, on s'aperçoit que ce qui est produit, c'est très très peu de choses. On a par exemple des membranes, en fait des espèces de vésicules très très simples. Mais vouloir présenter ça comme des membranes qui auraient pu conduire à des cellules est totalement exagéré. Je vous explique pourquoi. En fait, dans les vésicules qui sont produits, eh bien la membrane est faite finalement d'une seule sorte de lipide. Et il n'y a à l'intérieur de ces membranes aucune protéine. Alors que dans les bactéries, les êtres vivants les plus simples que l'on connaisse, eh bien les membranes sont faites de milliers de lipides différents et contiennent des milliers de protéines d'une centaine de sortes différentes qui servent notamment à réguler les entrées et les sorties de matière. Donc, vouloir présenter ces petites vésicules simples qui ressemblent à des bulles de savon, vouloir présenter ça comme des ancêtres des membranes, c'est totalement exagéré. D'accord. Et pour l'étape 5, alors, les bactéries ? Et là, il me dit, eh bien là encore, nous avons affaire
un peu partout à des articles au titre totalement exagéré. Par exemple sur les travaux de Craig Venter. Vous pourrez trouver ça sur internet, qui sont souvent présentés comme des travaux extraordinaires, notamment dans cet article du Monde qui s'intitule « Création d'une cellule synthétique ». En lisant le titre, on pourrait penser que finalement, ce Craig Venter a réussi à créer une cellule de toutes pièces, de façon, il a synthétisé une cellule. En réalité, on en est très loin. Ce qu'il a réussi à faire, c'est extraire l'ADN d'une cellule. Il a réussi à le dupliquer avec des techniques extrêmement complexes qui ne sont évidemment absolument pas envisageables dans une soi-disant soupe primitive. Il a copié cet ADN et ensuite il l'a remis dans la cellule et finalement la cellule a continué à vivre. Donc, dire qu'on a pu créer une cellule synthétique, mais c'est totalement exagéré. On est à des centaines de millions d'années-lumière de pouvoir le faire. C'est d'une complexité inouïe. Donc là encore, il y a des titres qui sont complètement trompeurs. Là, je me suis dit, mais comment ça se fait que quasiment tous les scientifiques croient que la vie est apparue naturellement? Et là, il me dit, mais il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que beaucoup de scientifiques et beaucoup de gens en général, eh bien, sont trompés par ces titres d'articles qui sont en fait complètement exagérés. Et tout le monde finalement devrait regarder par exemple cette vidéo d'Hubert Reeves, qui est un scientifique mondialement connu, et dans laquelle il explique tout simplement que nous n'avons aucune explication sur l'origine de la vie, et que nous ne savons pas non plus d'où vient le Big Bang. Donc en fait, nous n'avons aucune idée d'où peut bien venir la vie, d'un point de vue naturel. Et pour ceux qui sont au courant des innombrables difficultés d'une hypothèse d'apparition naturelle de la vie, eh bien ce qui est frappant, ce sont les différentes motivations que peuvent avoir les scientifiques. Isaac Newton, par exemple, un des scientifiques les plus brillants, expliquait que lui souhaitait que ses découvertes puissent aider ses contemporains à croire en Dieu. D'autres scientifiques ont l'impression que l'hypothèse de Dieu recule au fur et à mesure des différentes découvertes. Drôle de conception de Dieu. Parce que si Dieu est Dieu, il est créateur de ce qu'on ne comprend pas, mais il est aussi créateur de tout ce qu'on comprend. En réalité, il est créateur de l'univers entier et des lois qui gouvernent la nature. Donc les découvertes, finalement, ne font pas reculer l'hypothèse de Dieu, mais au contraire, nous permettent de comprendre toujours davantage l'intelligence incroyable de Dieu. Une des autres raisons pour lesquelles beaucoup de scientifiques croient à l'apparition naturelle de la vie, c'est parce qu'en fait, le projet scientifique ne consiste pas à dire « bon bah Dieu l'a créé et puis on s'arrête là ». Non, le projet scientifique consiste à comprendre, à rechercher, à essayer de décrire par des lois ce qu'on observe. Et du coup, l'hypothèse de Dieu ne fait pas partie du projet scientifique. C'est d'ailleurs ce que relève la résolution 1580 d'octobre 2007 du Conseil de l'Europe, qui indique la dangerosité de vouloir considérer que le créationnisme est une science. Et effectivement, ce n'est pas une science, puisque la création par Dieu est un miracle que l'on ne peut pas reproduire. Or les sciences, le projet scientifique, s'appuie essentiellement sur des phénomènes que l'on peut observer et des expériences que l'on peut reproduire. Ce que je dis par contre, c'est que le projet scientifique est dans une impasse sur l'origine de l'univers et l'origine de la vie. Ce qui fait que finalement, est-ce que le plus raisonnable n'est pas simplement de croire en l'hypothèse de Dieu, que ce soit Dieu qui ait créé tout ça? Et en réalité, il y a des millions de gens à travers le monde qui peuvent témoigner avoir rencontré Dieu de façon extraordinaire et qui du coup accréditent cette hypothèse de Dieu. Et c'est également mon cas. Ce qui fait que je n'ai aucun problème à dire que c'est bien Dieu qui a créé cet univers et la vie. Et mon cœur dit « à Dieu soit la gloire ». Je me suis dit, comment peut-on avoir des convictions sur nos origines aussi différentes entre d'un côté l'évolution et de l'autre côté la création? Alors je suis retourné voir mon ami ingénieur et je lui ai dit, mais il n'y a pas un moyen de savoir qui a raison entre l'évolution et la création? Et là il m'a dit, c'est un sujet passionnant. Parce qu'effectivement, en partant des mêmes observations, on peut arriver à des convictions totalement différentes. Prenons des observations concernant les fossiles. Sur la formation des fossiles, par exemple. Le côté évolution va dire, eh bien c'est un processus qui a pris des centaines de millions d'années, et les fossiles sont la trace de l'évolution. Alors que le côté création va dire, pas du tout, les fossiles sont la trace du déluge, qui a eu lieu il y a seulement quelques milliers d'années.
sur le fait que nous manquons de fossiles intermédiaires. L'évolution va dire, eh bien, c'est normal parce que la fossilisation est un processus très rare. Et donc, nous avons sous forme de fossiles uniquement quelques pourcents des espèces qui ont existé. Alors que côté création, on va dire, pas du tout, nous n'avons pas de fossiles intermédiaires parce que ces intermédiaires n'ont jamais existé, puisque Dieu a créé directement les différentes formes de vie. Sur le fait que beaucoup de fossiles sont d'espèces disparues. Le côté évolution va dire, c'est normal, il y a eu beaucoup d'extinction d'espèces, donc nous avons la succession des espèces, mais beaucoup sont disparus. Alors que côté création, on va dire, pas du tout. Les faits que beaucoup d'espèces fossilisées ne se retrouvent pas actuellement sont la trace du fait que les conditions de vie avant le déluge étaient très différentes et que du coup les espèces étaient très différentes. Sur le fait que les fossiles ne sont pas complètement mélangés dans les différentes strates. Côté évolution, on va dire, c'est normal, la fossilisation a eu lieu à des époques différentes et donc les fossiles que l'on retrouve dans les différentes strates sont différents. Alors que côté création, on va dire, pas du tout. Le fait qu'on ne retrouve pas les fossiles complètement mélangés vient du fait que la fossilisation a eu lieu à des endroits différents. Puisque lors du déluge, comme maintenant, les oiseaux, par exemple, et les coquillages ne vivent pas au même endroit. Donc c'est normal que dans les différents gisements de fossiles, on ne retrouve pas mélangés des fossiles de coquillages et des fossiles d'oiseaux. Autre observation importante que l'on peut faire, on retrouve des tissus mous dans les fossiles de dinosaures. Or, on sait bien que les tissus mous disparaissent assez rapidement. Lorsqu'un animal meurt, rapidement il ne reste que le squelette. Du coup, côté création, on va dire, le fait qu'on retrouve des tissus mous de dinosaures indique que la fossilisation de ces dinosaures est bien plus récente qu'on le croit. Alors que côté évolution, on va croire qu'il existe des processus qui permettent de conserver les tissus mous pendant des dizaines de millions d'années. Du coup, on s'aperçoit que finalement, un certain nombre de nos convictions reposent sur nos croyances, sur notre vision du monde. D'accord, mais du coup, est-ce qu'il n'existe pas un moyen scientifique de savoir qui a raison entre l'évolution et la création? Et là, il m'a dit, c'est là que le sujet devient passionnant. Parce qu'il existe effectivement un moyen d'évaluer le niveau de confiance que l'on peut avoir dans telle ou telle affirmation scientifique. C'est ce qu'explique très bien le chercheur qui s'appelle Rob Stadler dans son livre « Une approche scientifique de l'évolution ». Dans ce livre, il cite 6 critères qu'il faut utiliser pour évaluer le niveau de confiance que l'on peut avoir dans tel ou tel résultat ou dans telle ou telle affirmation scientifique. Ces critères se présentent sous forme de questions. Premier critère, peut-on reproduire l'obtention du résultat? Sinon, le niveau de confiance sera plus faible dans ce résultat. Deuxième critère, le résultat est-il le produit d'une observation directe ou indirecte? Si l'observation est indirecte, nous aurons moins confiance dans le résultat. Troisième critère, l'expérience a-t-elle été préparée, réfléchie, paramétrée? Si ce n'est pas le cas, nous aurons moins confiance dans ce résultat. Quatrième critère, le résultat peut-il être biaisé? Si oui, nous aurons moins confiance dans ce résultat. Cinquième critère, faut-il faire un certain nombre d'hypothèses pour parvenir au résultat? Si oui, nous aurons moins confiance dans ce résultat. Et enfin, dernier critère, le résultat est-il le produit d'exagération? Si oui, là aussi, nous aurons moins confiance dans ce résultat. Et Rob Stadler applique donc ces critères aux différentes affirmations scientifiques qui sont en général utilisées en faveur de la théorie de l'évolution. Utilisons ces critères pour évaluer le niveau de confiance que l'on peut avoir dans l'affirmation suivante. Les formes de vie que l'on observe sous forme de fossiles seraient le résultat du processus de l'évolution. Appliquons les critères. Premier critère, peut-on reproduire l'obtention du résultat? Manifestement, non, puisque nous ne pouvons pas reproduire l'évolution qui aurait duré des centaines de millions d'années. Deuxième critère, le résultat est-il le produit d'une mesure directe? Manifestement non, puisque l'observation des fossiles est une mesure indirecte du processus qui a conduit à l'évolution des animaux. Troisième critère, l'expérience a-t-elle été préparée? Manifestement non. Nous arrivons à la fin de ce processus. Quatrième critère, le résultat peut-il être biaisé? Manifestement oui, puisqu'on a vu que beaucoup de nos convictions viennent de nos présuppositions. Cinquième critère, faut-il faire un certain nombre d'hypothèses pour parvenir au résultat? Manifestement oui, puisque comme nous manquons de fossiles intermédiaires, il faut supposer que les espèces intermédiaires ont existé. Et sixième critère, le résultat est-il le produit d'exagération?
Manifestement, oui, il faut faire un certain nombre d'extrapolations pour arriver à ce résultat, à cette affirmation. Rob Stadler conclut donc que le niveau de confiance que l'on peut avoir dans cette affirmation est très faible. Rob Stadler utilise ensuite ces critères pour passer en revue un certain nombre d'affirmations qui sont utilisées en faveur de la théorie de l'évolution, pour s'apercevoir qu'elles revêtent toutes un niveau de confiance très faible. C'est le cas de la formation des fossiles, c'est ce que l'on vient de voir. C'est également le cas sur les structures soi-disant vestigiales. C'est également le cas sur ce qu'on appelle l'homologie, c'est-à-dire la ressemblance entre les différentes parties de squelette. Et c'est enfin le cas pour les soi-disant mauvais designs d'organes que l'on observe. Donc au bout du compte, Rob Stadler s'aperçoit que le niveau de confiance que l'on peut avoir dans les affirmations qui sont utilisées en faveur de la théorie de l'évolution et portant sur les fossiles, eh bien ce niveau de confiance est très faible. L'auteur s'intéresse ensuite à un certain nombre d'observations que l'on peut faire à partir de la génétique et sur les affirmations que l'on peut en tirer. L'auteur s'intéresse à la génétique des mutations. Il s'intéresse aussi à un certain nombre d'expériences qui ont eu lieu, notamment celles qui ont produit des dizaines de milliers de générations de bactéries. Il s'intéresse aussi à la fameuse résistance aux antibiotiques. Il s'intéresse aussi à la production de tryptophane. Et enfin, il s'intéresse au phénomène observable de la spéciation. Il en conclut, après avoir utilisé les critères, que le niveau de confiance que l'on peut avoir dans tous ces résultats est très élevé. Mais il fait tout de suite les deux constatations suivantes. Première constatation, les changements que l'on a obtenus correspondent tous à des modifications mineures d'éléments génétiques déjà existants. Deuxième constatation, nous n'avons jamais pu observer l'apparition de gènes entièrement nouveaux, c'est-à-dire venant d'informations génétiques entièrement nouvelles. Rob Stadler en tire donc la conclusion suivante. Les observations et les résultats que l'on obtient à partir de la génétique peuvent facilement être utilisés avec un haut niveau de confiance pour promouvoir ce qu'on appelle généralement la microévolution, c'est-à-dire des changements mineurs d'éléments existants. Par contre, il constate que nous pouvons difficilement utiliser ces observations en faveur de ce qu'on appelle la macroévolution, c'est-à-dire des changements très importants, comme par exemple le passage d'une forme de vie à une autre. Car ces changements nécessitent justement l'apparition de beaucoup de nouvelles informations génétiques. Donc finalement, Rob Stadler constate que nous n'avons pas de résultats scientifiques pour lesquels on pourrait avoir un haut niveau de confiance et qui pourraient être utilisés en faveur de la théorie de l'évolution. Ça alors? Mais comment ça se fait que finalement, beaucoup de gens y croient à cette théorie de l'évolution? Et là, il me dit, eh bien vous avez raison d'utiliser le terme de croyance, puisqu'au bout du compte, cela repose beaucoup sur notre croyance. Et pour ma part, moi qui suis chrétien, je me tourne vers la Bible. Et nous pouvons faire un certain nombre d'observations sur le texte de la Bible. La première observation, c'est que je ne connais pas de verset qui parle explicitement de l'évolution. Si vous en connaissez, je vous invite à me les faire connaître en écrivant à l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Deuxième observation, eh bien ce sont des conclusions qu'on peut tirer sur un certain nombre de textes. Je vous en propose 3. Le premier texte, c'est le premier chapitre de la Genèse, dans lequel une expression revient 10 fois. Cette expression, c'est « selon leur espèce ». Alors il ne s'agit pas du concept scientifique d'espèce, mais la répétition de cette expression nous pousse à croire que la Bible indique une certaine stabilité des formes de vie. Deuxième texte, eh bien, il se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10, dans lequel Jésus fait l'affirmation suivante. Au commencement de la création, Dieu créa l'homme et la femme. Et j'ai personnellement du mal à imaginer que le commencement de la création serait la fin d'un processus qui aurait pris des centaines de millions d'années. Le troisième texte que je trouve pertinent, eh bien, il se trouve dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, dans lequel il est écrit que dans les derniers jours, des hommes viendront en voulant ignorer volontairement la création et le déluge. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe du côté de l'évolution. Je suis donc poussé à croire que la Bible fait plutôt la promotion de la création directe par Dieu des différentes formes de vie. Et au bout du compte, je me retrouve donc avec les deux considérations suivantes. Première considération, la confiance que l'on peut avoir dans les affirmations scientifiques qui sont en faveur de la théorie de l'évolution, eh bien cette confiance est très faible. Deuxième considération, il me semble que la Bible nous pousse plutôt à croire en la création directe par Dieu des différentes formes de vie.
Et c'est pourquoi il me semble plus logique de croire en cette création directe. Non, il y a sûrement autre chose. Au cours des dernières décennies, des scientifiques du monde entier ont fait des découvertes montrant clairement qu'un concepteur intelligent est responsable de la création de l'univers. Beaucoup croient que l'univers tout entier est né à partir de rien, par hasard. Mais si vous y pensez vraiment, du rien ne pourrait pas faire naître l'univers, puisque du rien ne produit que du rien. Tout ce qui vient à exister se doit d'avoir une cause. Certains essayeront malgré tout de se convaincre que d'obtenir une planète remarquablement privilégiée et spéciale comme la Terre ne fut qu'un accident dans lequel tout se produisit parfaitement de la bonne façon. Ces faits ne constituent qu'une partie des preuves qui démontrent que nous avons été créés par Dieu, et nous trouvons une preuve évidente de la puissance créatrice de Dieu et de son intelligence, non seulement dans la création de l'homme, mais aussi dans l'extraordinaire complexité des animaux et des insectes. Et permettez-moi de vous partager un premier verset qu'on trouve dans la Bible, qui dit la chose suivante. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait.